Le problème quand on est enquêtrice en crime financier pour le ministère des Finances français, c'est que votre famille ne comprend jamais pourquoi vous avez des choses inhabituelles chez vous. Des liasses de billets non tracés, des documents avec des numéros de série, des sacs de preuves avec des étiquettes de chaîne de possession. Pour eux, tout cela ressemble juste à de l'argent et des papiers. Pour moi, c'est la différence entre résoudre des crimes fédéraux et aller en prison. Je suis Jeanne Dubois, 32 ans, et je travaille depuis 7 ans pour le service de traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN. J'enquête sur le blanchiment d'argent, la fraude, la contrefaçon et les crimes financiers qui traversent les frontières régionales et internationales. Mon habilitation de sécurité est très secret. Mes affaires impliquent le traçage de millions d'euros à travers des sociétés écrans, des comptes offshore et des entreprises criminelles. Et parfois, mes affaires m'obligent à stocker temporairement des preuves à mon domicile pendant que nous préparons des descentes et des arrestations, ce qui explique comment je me suis retrouvée avec 50 000 € en billets marqués chez moi il y a 2 semaines. Ma famille n'a jamais compris ce que je fais. Ils savent que je travaille pour le gouvernement. Ils savent que j'enquête sur les crimes financiers. Mais pour eux, cela ressemble à une sorte de comptable qui traque les gens qui ne paient pas leurs impôts. Mon frère aîné, Marc, dirige une entreprise de construction qui est en difficulté depuis 3 ans. Ma sœur cadette, Sophie, est institutrice, noyée sous les prêts étudiants. Mes parents sont à la retraite avec un revenu fixe, constamment stressés par l'argent. Et puis il y a moi, célibataire, sans enfant, vivant seul dans un bel appartement à Lyon. Pour eux, c'est moi qui ai la vie facile parce que j'ai un emploi stable et des avantages dans la fonction publique. Ils n'ont jamais compris que mon travail consiste à incarcérer des gens qui menacent la stabilité financière de tout le pays. Que je travaille 60 heures par semaine à traquer des entreprises criminelles, que je ne peux pas discuter de mes affaires, de mes preuves, ou des dangers très réels impliqués dans l'enquête sur des personnes qui déplacent des millions de fonds illégaux. Il y a 6 mois, Marc avait commencé à me demander de l'argent. Son entreprise de construction était en faillite. Il avait perdu 2 contrats importants. Les ouvriers menaçaient de démissionner pour des salaires impayés. Juste un prêt, avait-il dit lors d'un dîner de famille. 20 000 €. Je te rembourserai dans 6 mois quand ce gros contrat sera signé. Marc, je ne peux pas, avais-je dit avec précaution. Je n'ai pas ce genre de capital liquide disponible en ce moment. C'était techniquement vrai. Mon argent était investi, bloqué dans des comptes de retraite, et non disponible pour des prêts d'urgence. Tu travailles pour le gouvernement, avait-il protesté. Tu gagnes bien ta vie. Tu n'as pas d'enfant ni de prêt immobilier. Où va tout ton argent? Ce n'est pas vraiment tes affaires, avais-je répondu gentiment. Mais je ne suis pas en mesure de te prêter cette somme en ce moment. Maman avait froncé les sourcils. Jeanne, ton frère est en difficulté. La famille aide la famille. Je comprends ça, mais je n'ai vraiment pas 20 000 € à lui donner en ce moment. Papa avait secoué la tête, déçu. Quand es-tu devenu si égoïste? J'avais laissé tomber. Que pouvais-je faire d'autre? Je ne pouvais pas expliquer que mes économies étaient modestes parce que j'avais passé les 2 dernières années à aider Sophie à rembourser ses prêts étudiants de manière anonyme par l'intermédiaire d'un tiers, car elle aurait refusé si elle avait su que c'était moi. Je ne pouvais pas leur parler du soutien financier que je fournissais discrètement à maman et papa pour leurs frais médicaux. Je ne pouvais absolument pas leur dire que la majeure partie de mon énergie mentale était consacrée à la traque de criminels qui tueraient pour protéger leurs fortunes illégales. Alors, j'ai juste accepté d'être la sœur égoïste et j'ai continué ma vie. Il y a 3 semaines, j'avais été affectée à une affaire majeure, l'opération Cascade, une enquête massive de blanchiment d'argent impliquant un réseau de concessions automobiles qui servait de façade pour blanchir de l'argent de la drogue. 12 millions d'euros avaient transité par ces entreprises en 2 ans avec des techniques de superposition sophistiquées qui nous avaient pris des mois à démêler. Nous préparions des descentes coordonnées, plusieurs sites, des dizaines d'arrestations, mais nous avions besoin de preuves. Plus précisément, nous avions besoin de billets marqués provenant d'un achat contrôlé qui prouverait le lien entre l'argent de la drogue et les entreprises légitimes. Mon superviseur, l'agent Moreau, m'avait appelé un mardi après-midi. Dubois, nous avons besoin que vous gardiez des preuves à votre résidence sécurisée pendant 72 heures.
La salle d'épreuve est en rénovation, et nous ne pouvons pas risquer de problèmes de chaîne de possession si près des descentes. Quel genre de preuve ? 50 000 € en billets marqués, la monnaie utilisée lors de l'achat contrôlé la semaine dernière. Nous devons la sécuriser jusqu'à vendredi, jour des descentes. J'avais hésité. Votre résidence est approuvée pour le stockage des preuves. Vous avez complété la certification l'année dernière. Votre coffre-fort répond aux exigences. C'est une procédure standard. Nous avons 3 autres agents qui gardent des preuves chez eux cette semaine pendant que la rénovation se termine. Compris. Quand avez-vous besoin que je prenne possession ? Aujourd'hui. 16h, signez les registres de transfert et sécurisez-la jusqu'à vendredi matin. Les descentes ont lieu à 6h du matin et nous aurons besoin de ces preuves au tribunal avant midi. J'avais donc pris possession de 50 000 € en billets marqués. Chaque billet catalogué, numéro de série enregistré, placé dans des sacs de preuves scellés avec des étiquettes inviolables. J'avais signé les documents de chaîne de possession. Je l'avais transporté à mon appartement, l'avais placé dans mon coffre-fort certifié, et avais activé mon système de sécurité. Procédure standard. Je l'avais fait une demi-douzaine de fois auparavant avec diverses preuves, mais cette fois-ci, le jeudi était un jour férié, le pont de l'Ascension, et ma famille voulait le fêter chez moi. J'avais essayé de refuser. Pourquoi ne pas le faire chez maman et papa comme d'habitude ? Ton appartement est plus grand, avait dit Sophie. Et il est au centre, plus facile d'accès pour tout le monde. De plus, ta cuisine est plus belle, avait ajouté maman. On pourrait vraiment s'étaler. J'étais coincée. Dire non aurait provoqué des questions, des sentiments blessés, d'autres accusations d'égoïsme, et je m'étais dit que les preuves étaient sécurisées dans mon coffre-fort, dans ma chambre, derrière une porte verrouillée. La famille serait dans le salon et la cuisine. Il n'y avait aucun moyen qu'ils y accèdent, alors j'avais accepté. Jeudi matin, je m'étais levée tôt pour commencer les préparatifs. La dinde, les accompagnements, la cuisine sans fin qu'exigeait cette fête. Mon coffre-fort était verrouillé dans le placard de ma chambre. La porte de la chambre était verrouillée. L'épreuve était sécurisée. La famille a commencé à arriver à midi. Maman et papa d'abord, puis Sophie avec son petit ami, puis Marc avec sa femme Claire et leurs 2 enfants. Tout le monde avait apporté des plats, du vin, des histoires de leur semaine. J'avais sincèrement apprécié. Le stress de l'affaire m'avait pesé, et c'était agréable d'avoir de la famille autour, même s'ils ne comprenaient pas ma vie. Les enfants jouaient. La nourriture sentait incroyablement bon. Pendant quelques heures, je pouvais juste être Jeanne, la sœur et la fille, et non l'agent spécial du bois traquant des millions de blanchiments d'argent. Nous nous étions assis pour le dîner à 15h. Dinde, farce, sauce aux érelles. Tout le repas traditionnel. La conversation coulait. Marc parlait d'un nouveau contrat potentiel. Sophie discutait de ses élèves. Maman et papa se remémoraient les fêtes passées. Puis, à mi-chemin du repas, Marc avait dit quelque chose qui m'avait glacé le sang. Alors, Jeannette, chose intéressante. Je cherchais tes toilettes plus tôt et j'ai accidentellement ouvert la porte de ta chambre à la place. Ma fourchette s'était arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Ma porte de chambre était verrouillée. Ouais, la serrure est un peu lâche. Elle a sauté quand j'ai tourné la poignée. Quoi qu'il en soit, j'ai remarqué que la porte de ton placard était ouverte et j'ai vu ton coffre-fort. La pièce s'était soudainement sentie très petite. Tu es entré dans ma chambre après avoir trouvé la porte verrouillée par accident, avait-il dit sur la défensive. Mais oui, j'ai vu le coffre-fort. Un gros. De qualité professionnelle. Ça m'a rendu curieux de savoir ce que tu gardes là-dedans. Ce ne sont pas tes affaires, avais-je dit doucement. Cette porte était verrouillée pour une raison, Marc. Maman avait froncé les sourcils. Jeanne, ne sois pas impolie. Ton frère faisait juste la conversation. La conversation implique qu'il est entré dans ma chambre verrouillée sans permission et qu'il commente ma propriété personnelle. La famille n'a pas besoin de permission, avait dit papa. Qu'est-ce que tu caches pour être si sur la défensive ? J'avais pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. Je ne cache rien.
J'établis des limites appropriées. Ma chambre était verrouillée. Cela aurait dû être respecté. Marc avait haussé les épaules. Peu importe. Je dis juste que c'est un coffre-fort sérieux, du gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des lingots d'or? Des documents secrets? Ça ne te regarde pas, allez, avait-il insisté. Tu es bizarre avec ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre-fort, Jeannette? Marc, laisse tomber. Mais il n'avait pas laissé tomber. Et c'est là que tout avait mal tourné. En fait, avait dit Daniel, échangeant un regard avec Mélissa, je sais déjà ce qu'il y a dans le coffre-fort. Mon cœur s'était arrêté. Qu'est-ce que tu as fait? Le code du coffre-fort est ta date d'anniversaire, avait-il continué. Le même code que tu utilises pour tout depuis que nous sommes enfants. L'anniversaire de maman, puis de papa, puis le mien. Ça m'a pris 3 essais. La pièce avait commencé à tourner. Tu as ouvert mon coffre-fort? Nous avions plus besoin de l'argent que toi, avait dit papa. Et j'avais réalisé qu'il faisait aussi partie de cela. On a trouvé 50 000 € dans ton coffre-fort. On l'a emprunté, avait dit Daniel rapidement. Juste temporairement. Mon entreprise coule, Jeannette. Je suis sur le point de tout perdre. J'avais besoin de cet argent. Je te rembourserai. La vraie famille partage tout, avait ajouté maman comme si elle me donnait une leçon de morale élémentaire. Je m'étais levée, ma chaise raclant bruyamment. Vous avez pris de l'argent de mon coffre-fort? Oui, avait admis Mélissa. Daniel m'a parlé de ce qu'il avait vu. Nous sommes revenus pendant que tu étais au travail. Nous savions où était ta clé de secours. Vous tous? J'avais regardé autour de la table. Qui d'autre était impliqué? Juste nous, avait dit papa. Daniel nous a parlé de l'argent. Nous en avons discuté en famille. Tu n'allais pas aider ton frère, alors nous l'avons aidé nous-mêmes. Avec mon argent, avec de l'argent que tu avais dans un coffre-fort, avait corrigé papa. Non investi, pas à la banque, juste là. Tu n'en avais clairement pas besoin immédiatement. Sophie avait l'air mal à l'aise. Je n'étais pas au courant, avait-elle dit doucement. C'est la première fois que j'en entends parler. Au moins une personne avait des limites. Vous devez le rendre, avais-je dit, la voix tremblante. Tout de suite, tout. Nous ne pouvons pas, avait dit Daniel. Je l'ai déjà utilisé, j'ai payé mes ouvriers, couvert les dépenses de l'entreprise, déposé la majeure partie pour maintenir l'entreprise à flot. C'est parti. Ce n'est pas parti, avait ajouté Mélissa. C'est investi dans l'entreprise de Daniel. Une fois qu'il aura le prochain contrat, il te remboursera avec des intérêts. J'avais sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Nous t'avons emprunté de l'argent, avait dit Daniel sur la défensive. Oui, sans demander. Mais les familles font ça. Arrête d'être si dramatique. J'avais ouvert mon application de messagerie cryptée et envoyé un code d'urgence à l'agent Moreau. Preuve compromise. Vol confirmé. Équipe d'intervention immédiate nécessaire. La réponse était venue en quelques secondes. Localisation. Statut actuel des suspects. La maison de mes parents. Non, attendez. Ma maison. Avec ma famille. Jésus-Christ. Jeanne, à qui tu envoies des SMS? Avait demandé maman, nous sommes en plein dîner de famille. J'avais tapé, ma résidence, suspect ou membre de la famille toujours sur place. Demande d'orientation. La réponse, sécuriser la scène. Équipe en route. 88 minutes. Ne laissez personne partir. Personne ne bouge, avais-je dit doucement. Personne ne quitte cette table. Excuse-moi, papa avait ri. Tu ne nous donnes pas d'ordre. L'argent que vous avez pris, avais-je dit avec précaution, n'était pas le mien. Le rire était mort. Qu'est-ce que tu veux dire, avait demandé Daniel lentement. Je veux dire que c'était une preuve fédérale. Des billets marqués d'une enquête active de blanchiment d'argent. Chaque billet est catalogué avec des numéros de série.
Chaque billet est marqué et chacun est une preuve essentielle dans une affaire impliquant 12 millions d'euros d'argent de la drogue. La couleur avait disparu du visage de Daniel. Tu plaisantes. Je suis enquêtrice en crimes financiers pour le ministère des Finances français. Cet argent était sous ma garde dans le cadre d'une enquête officielle. Vous avez volé des preuves fédérales. Vous avez brisé la chaîne de possession sur une affaire majeure. Et si vous avez déposé cet argent, vous venez de mettre des billets marqués dans le système bancaire, ce qui signifie que nous pouvons suivre exactement où il est allé et ce que vous en avez fait. Oh mon Dieu, avait murmuré Mélissa. J'ai besoin de savoir exactement ce que vous avez fait avec cet argent, avais-je dit. Tout de suite. Chaque détail. Où est-il allé? J'ai payé mes ouvriers, avait bégayé Daniel. Paiement en espèces d'environ 20 000 euros. Le reste, je l'ai déposé sur le compte de l'entreprise hier après-midi. Quelle banque? Banque communale de France. L'agence de la rue Jean Jaurès. J'avais tapé cette information à Martinez. Sa réponse, banque contactée maintenant. Gel de la transaction en cours. Équipe de Tracfin en route. Tu es sérieuse, avait dit papa, la réalisation se faisant jour. C'était de vraies preuves. Oui, d'une affaire active avec des descentes qui auront lieu demain matin. Et maintenant, je dois signaler que 50 000 euros de preuves essentielles ont été volées par des membres de ma famille qui ont forcé mon coffre-fort et l'ont pris. Nous ne savions pas, avait protesté maman. Comment étions-nous censés savoir? Peut-être en respectant le fait que la porte de ma chambre était verrouillée. En ne forçant pas mon coffre-fort? En ne prenant pas de l'argent qui ne vous appartenait pas, ma voix s'était élevée. Vous avez commis un vol, une effraction, une altération de preuves fédérales, une entrave à la justice. Ce sont des crimes, au pluriel. Le petit ami de Sophie s'était levé. Je pense que nous devrions partir. Nous n'étions pas impliqués dans ça. Personne ne part, avais-je dit fermement. Les équipes de Tracfin sont déjà en route. Si vous essayez de partir, c'est une fuite de la scène d'un crime fédéral. Jeanne, tu ne peux pas être sérieuse à ce sujet, avait dit papa, nous sommes ta famille. Dis-leur juste que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. C'était un vol. Et maintenant je dois expliquer à mon superviseur et à un juge fédéral comment des preuves sous ma garde ont été compromises parce que ma famille a forcé mon coffre-fort. Daniel avait mis sa tête dans ses mains. Mon entreprise est finie. Je vais aller en prison. Oui, avais-je dit doucement. Vous le serez probablement. C'est alors que nous avions entendu les véhicules à l'extérieur. Plusieurs véhicules arrivant rapidement avec des sirènes qui hurlaient brièvement. Les enfants avaient commencé à pleurer. Mélissa était devenue pâle. Maman avait attrapé la main de papa. J'avais marché jusqu'à la porte et l'avais ouverte. 6 agents en veste de Tracfin se tenaient dehors, les mains près de leurs armes. Agent spécial Dubois, avait demandé l'agent principal. Oui, les suspects sont à l'intérieur. Des membres de la famille. Ils ont avoué avoir pris les preuves et en avoir déposé la majeure partie sur un compte bancaire. J'ai les informations bancaires. Combien ont-ils pris? Tout. 50 000 euros. Environ 20 000 euros ont servi à des paiements en espèces. 30 000 euros ont été déposés hier. L'agent avait sifflé. Ça va être un cauchemar à récupérer. La chaîne de possession est-elle complètement rompue? Oui. Plusieurs personnes non autorisées ont accédé aux preuves. Temps inconnus hors de garde, mélange avec d'autres fonds. Les billets sont probablement déjà dispersés à travers de multiples transactions. L'affaire est probablement compromise. Nous devrons en discuter avec l'équipe de poursuite, mais sans une chaîne de possession propre sur l'argent acheté. J'avais coupé court. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Des mois de travail potentiellement ruinés. Les agents étaient entrés dans mon appartement. Le repas de fête était à moitié mangé sur la table. Un tableau de Norman Rockwell transformé en scène de crime. Nous avons besoin de déclarations de tout le monde, avait annoncé l'agent principal. Vous êtes tous témoins et suspects potentiels dans une affaire d'altération de preuves fédérales. Maman avait commencé à pleurer.
Nous n'avons rien altéré. Nous avons juste emprunté de l'argent. Vous avez volé des preuves fédérales, avait corrigé l'agent. C'est un crime fédéral. Qui a été impliqué dans le vol? Juste Marc, Claire et mes parents, avais-je dit. Sophie et son petit ami n'étaient pas impliqués ni au courant. Ils peuvent partir, mais nous aurons besoin de leurs coordonnées pour les déclarations. Sophie avait attrapé la main de son petit ami et avait pratiquement couru hors de l'appartement. Je ne la blâmais pas. Les agents avaient séparé Marc, Claire et mes parents. Procédure standard pour les entretiens avec les témoins. Chacun avait été interrogé séparément sur ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient su, où l'argent était allé. Je m'étais assise dans ma cuisine avec l'agent Moreau, qui était arrivé avec la deuxième vague de renforts. Décrivez-moi vos procédures de sécurité, avait-il dit. J'avais tout expliqué, le transfert des preuves, le coffre-fort certifié, la chambre verrouillée. J'avais expliqué la fête, ma décision d'accueillir, l'entrée non autorisée de mon frère dans ma chambre, et ils avaient votre clé de secours. Oui. Je ne savais pas qu'ils savaient où elle était. La combinaison du coffre-fort? Les anniversaires de la famille. Je sais. Je sais. Je sais. C'est une combinaison stupide. Je pensais que le fait d'être dans mon appartement verrouillé était suffisant. Moreau s'était frotté le visage. Dubois, ce n'est pas de votre faute. Vous avez suivi la procédure. Le coffre-fort était certifié. Les preuves étaient sécurisées. Vous n'aviez aucune raison de vous attendre à ce que des membres de votre famille commettent une effraction. Mais ils l'ont fait. Et maintenant l'affaire est compromise. Peut-être que les billets sont marqués. Nous pouvons les suivre. Si votre frère a déposé 30 000 €, nous pouvons geler ce compte, retracer les transactions, potentiellement récupérer la majeure partie. Les 20 000 € en espèces sont plus délicats, mais nous pouvons identifier les destinataires et récupérer les billets. Ce n'est pas idéal, mais cela pourrait ne pas mettre fin à l'affaire. Et ma famille? Il m'avait regardé sérieusement. Ils vont être arrêtés. Accusation fédérale. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Dubois, ils ont volé des preuves dans une enquête active. C'est une poursuite obligatoire. Je sais. Êtes-vous d'accord avec ça? J'avais pensé à l'entreprise en difficulté de Marc, aux revenus de retraite limités de mes parents, aux frais de justice qu'ils devraient affronter, au casier judiciaire, aux conséquences qui les suivraient pour toujours. Et puis j'avais pensé aux 12 millions d'euros d'argent de la drogue que nous essayons de retracer, à l'entreprise criminelle que nous essayons de démanteler, au précédent que cela créerait si les membres de la famille d'agents fédéraux pouvaient voler des preuves sans conséquence. Oui, avais-je dit, je suis d'accord avec ça. Les entretiens avaient duré 4 heures. Au moment où les agents avaient terminé, il était presque minuit. Le repas était depuis longtemps froid. Marc, Claire et mes parents avaient été arrêtés et placés en garde à vue. Les accusations comprenaient le vol de biens publics, l'altération de preuves et l'entrave à la justice. La caution avait été fixée à 100 000 € chacun. Argent qu'aucun d'eux n'avait. J'étais restée seule dans mon appartement cette nuit-là, regardant le repas ruiné et pleurant pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, les descentes de l'opération Cascade s'étaient déroulées comme prévu. Mais sans la chaîne de possession propre sur les billets marqués, les poursuites étaient plus compliquées. Nous pouvions toujours tracer l'argent, toujours prouver le stratagème de blanchiment, mais les avocats de la défense auraient beau jeu avec les preuves compromises. L'agent Moreau m'avait prise à part après le briefing du matin. La bonne nouvelle est que nous avons récupéré environ 42 000 € sur les 50 000 €. Le compte bancaire de votre frère a été gelé avant qu'il ne puisse dépenser la majeure partie. Nous avons identifié la plupart des travailleurs qui ont reçu des paiements en espèces et récupéré ces billets. 8 000 € sont toujours introuvables, mais nous y travaillons. Et l'affaire? Les poursuites pensent qu'elles peuvent travailler avec. Les billets marqués sont une preuve documentée de mélange, ce qui aide en fait à prouver l'accusation de blanchiment d'argent. Ce n'est pas ce que nous voulions, mais cela ne met pas fin à l'affaire. La défense invoquera des problèmes de chaîne de possession, mais nous avons suffisamment d'autres preuves pour que les accusations tiennent. Et ma famille? Votre frère et votre belle-sœur risquent 5 à 7 ans.
Vos parents, compte tenu de leur âge et de l'absence d'antécédents judiciaires, encourent des accusations réduites, éventuellement une probation et des restitutions, mais ils ont tous besoin d'avocats. De bon. J'avais hoché la tête, engourdi. Dubois, prenez un congé. C'est un traumatisme. Les situations d'arrestation familiale sont brutales. Je vais bien. Vous n'allez pas bien. Personne ne va bien après avoir arrêté ses propres parents. Prenez une semaine. Consultez le thérapeute du service. C'est un ordre, pas une suggestion. J'avais donc pris la semaine, mais je n'avais pas vu le thérapeute. Pas encore. J'avais passé 7 jours dans mon appartement, évitant les appels des membres de ma famille élargie exigeant de savoir comment j'avais pu faire ça, comment j'avais pu laisser mes parents se faire arrêter, comment j'avais pu être si insensible. Sophie était passée le 3e jour. Elle m'avait serré dans ses bras sans parler, puis avait laissé un gratin et du vin. Le seul membre de la famille qui avait compris que je n'avais pas eu le choix. L'avocat de Marc avait appelé le 5e jour. Mademoiselle Dubois, je représente votre frère. Il est prêt à accepter un accord de plaidoyer, des accusations réduites en échange d'une coopération totale et d'une restitution. Parlez au parquet, avais-je dit. Je ne suis pas impliqué dans les négociations de plaidoyer. Il voulait que je vous dise qu'il est désolé. Il n'a pas compris ce qu'il prenait. Cela ne l'empêche pas d'être un vol. Je sais, mais il voulait que vous le sachiez. J'avais raccroché sans répondre. Maman avait appelé de prison le 6e jour. Appel à frais viré du centre de détention. J'avais failli le refuser, mais la curiosité l'avait emporté. Jeanne, s'il te plaît, avait-elle dit, la voix brisée. Aide-nous à parler à ton patron. Dis-leur que nous n'avons pas compris. Vous avez assez compris pour savoir que c'était un vol, avais-je répondu. Vous avez assez compris pour le planifier, forcer mon appartement, ouvrir mon coffre-fort et prendre de l'argent qui n'était pas le vôtre. Nous pensions que c'était le tien. C'était dans un coffre-fort certifié par le gouvernement au domicile d'un agent fédéral. À quoi pensiez-vous que c'était destiné? Nous avions besoin de l'argent, avait-elle sangloté. L'entreprise de Marc est toute sa vie. Nous essayons de le sauver en volant des preuves fédérales. Maman, comprenez-vous ce que vous avez fait? Non seulement à vous-même, mais à mon affaire, à ma carrière. Je suis sous enquête maintenant parce que des preuves sous ma garde ont été compromises. Nous n'avons pas réfléchi. Exactement. Vous n'avez pas réfléchi. Vous avez vu de l'argent et vous l'avez pris et maintenant vous êtes en prison face à des accusations criminelles. S'il te plaît, Jeanne, nous sommes tes parents. Et je suis un agent fédéral qui a prêté serment. Ce serment n'a pas d'exception pour les membres de la famille. Elle avait pleuré jusqu'à ce que le temps d'appel expire. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau du procureur tandis qu'il décrivait les accords de plaidoyer. Marc plaiderait coupable de vol de biens publics et d'entrave à la justice. 42 mois de prison fédérale, suivi de 3 ans de liberté surveillée et une restitution intégrale de 50 000 € plus les frais d'enquête. Claire plaiderait coupable de complot et de charges accessoires. 24 mois de prison, liberté surveillée et restitution conjointe. Maman et papa, compte tenu de leur âge et de leur implication minimale, plaideraient coupables d'accusations de vol mineur. Pas de peine de prison, mais 3 ans de probation, 10 000 € d'amende chacun et des paiements de restitution. Et l'affaire? Avais-je demandé. Opération cascade? Compliqué mais viable, avait dit le procureur. La défense plaide des problèmes de chaîne de possession, mais nous utilisons les billets marqués que votre famille a dépensés comme preuve de blanchiment d'argent, montrant à quel point l'argent de la drogue s'intègre facilement dans le commerce légitime. Cela renforce en fait une partie de notre argument. Donc, le crime de ma famille a aidé l'affaire d'une manière étrange. Oui. Cela n'excuse pas ce qu'ils ont fait, mais il y a une ironie là-dedans. J'étais partie de cette réunion avec un sentiment de vide. Ma famille avait commis des crimes qui avaient à la fois nui et aidé l'affaire. Ils feraient face à des années de prison ou de probation, et j'avais été celle qui les avait dénoncés, sachant exactement ce qui allait se passer. Les séances de thérapie obligatoires avaient commencé cette semaine-là.
Le psychologue du service était spécialisé dans les traumatismes familiaux des forces de l'ordre. Comment dormez-vous ? Avait-il demandé lors de notre première séance. Pas bien. Des cauchemars ? Non, juste allongé éveillé à penser au repas de fête. Me demandant si j'aurais dû faire quelque chose différemment. Comme quoi ? Ne pas organiser. Garder les preuves au bureau d'une manière ou d'une autre. Meilleure combinaison de coffre-fort. Cacher le coffre-fort ou quelque chose. Vous avez suivi les procédures appropriées. Votre famille a commis des crimes. Ce n'est pas votre faute. Ils vont quand même en prison parce que je les ai dénoncés. Ils vont en prison parce qu'ils ont volé des preuves fédérales. Vous avez fait votre travail. Auriez-vous préféré le cacher ? Non, avais-je dit immédiatement. Mais j'aurais aimé que cela n'arrive pas du tout. C'est juste. Mais c'est arrivé. Et maintenant vous faites face aux conséquences. Professionnelles, personnelles, émotionnelles. C'est ce que nous sommes là pour résoudre. Les séances avaient fini par aider. Apprendre à séparer ma culpabilité de ma responsabilité. Comprendre que je pouvais pleurer mes relations familiales tout en croyant avoir fait ce qu'il fallait. 4 mois après la fête, Marc et Claire avaient été condamnés. J'avais assisté à l'audience de condamnation. Le procureur m'avait demandé d'y assister en tant qu'agent enquêteur. Le juge avait été sévère. Monsieur Martin, vous avez volé des preuves d'une enquête fédérale. Vous avez compromis une affaire majeure impliquant des millions d'euros d'argent de la drogue. Le fait que votre sœur soit un agent fédéral aggrave la situation, au lieu de l'améliorer. Vous avez violé sa confiance et ses responsabilités professionnelles. Comprenez-vous la gravité de ce que vous avez fait ? Oui, votre honneur, avait dit Marc doucement. J'ai détruit mon entreprise, mon mariage, ma famille et la confiance de ma sœur. Tout cela pour de l'argent que j'ai dépensé en 2 jours. Je comprends. Madame Martin, vous avez participé volontairement à ce vol. Vous avez aidé à le planifier et à l'exécuter. Avez-vous quelque chose à dire ? Juste que je suis désolée, avait murmuré Claire. Et que Jeanne a essayé de nous aider légalement. Nous aurions dû l'écouter. Le juge avait prononcé les peines convenues. 42 mois pour Marc, 24 pour Claire. Ils devaient se présenter à leurs établissements désignés dans les 30 jours. Maman et papa avaient été condamnés séparément, recevant leur probation et leurs amendes avec des avertissements sévères sur les conséquences de la violation de la probation. Après l'audience, Marc m'avait approché dans le couloir. Un gendarme se tenait à proximité. Il était techniquement toujours en garde à vue. Jeannette, je n'attends pas le pardon, avait-il dit. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Ce que tu fais compte. Les règles comptent. Et je suis désolée de ne pas l'avoir respecté avant. D'accord, avais-je dit simplement. Vas-tu me rendre visite quand je serai en prison ? J'y avais réfléchi. Vraiment réfléchi. Je ne sais pas, avais-je finalement dit, peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai besoin d'espace. Il avait hoché la tête, les yeux humides. Je comprends. Prends soin de toi, Jeannette. Il l'avait emmenée. Sophie m'avait trouvée sur le parking après. Tu vas bien ? Pas vraiment. Ouais, moi non plus. Elle avait mis son bras autour de mes épaules. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Je suis désolée que ce soit toi qui aies dû le faire. Merci. Maman et papa sont furieux contre toi. Ils pensent que tu aurais dû les couvrir. Je sais. Je leur ai dit qu'ils avaient tort, qu'ils avaient commis des crimes et que tu avais fait ton travail. Je ne pense pas qu'ils veuillent l'entendre, mais c'est vrai. Ça ne rend pas les choses plus faciles. Non, avait convenu Sophie. Ça ne rend pas les choses plus faciles, mais c'est toujours vrai. 6 mois après la fête, l'opération Cascade s'était conclue par des verdicts de culpabilité sur toutes les accusations majeures. 12 accusés reconnus coupables de blanchiment d'argent, de fraude et de racket. Les billets marqués que ma famille avait volés et dépensés étaient devenus des preuves qui aidaient à démontrer comment l'argent de la drogue transitait par des canaux légitimes.
Le juge dans cette affaire avait même fait référence au vol de ma famille dans sa décision. Le fait que des preuves fédérales puissent être volées et immédiatement intégrées dans le commerce normal démontre les techniques même de blanchiment d'argent que cette affaire poursuit. L'agent Moreau m'avait apporté la nouvelle. Votre famille a involontairement aidé à condamner les personnes que nous enquêtions. Cela doit être compliqué. Tout cela est compliqué. Comment tenez-vous le coup? Jour après jour, la thérapie aide. Le temps aide. Mais je me réveille encore parfois en pensant à ce repas de fête. Celui où vous avez arrêté vos parents? Oui, celui-là. Il avait souri tristement. Pour ce que ça vaut, Dubois, vous avez géré une situation impossible avec intégrité. Peu d'agents auraient pu prendre cette décision. Je n'avais pas l'impression d'avoir le choix. Vous ne l'aviez pas, mais vous l'avez quand même fait. Cela demande du courage. 1 an après la fête, j'ai rendu visite à Marc en prison fédérale en Auvergne. Sophie est venue avec moi. Soutien moral. Marc avait l'air plus vieux, plus mince. La prison avait été dure pour lui, mais il survivait. Merci d'être venu, avait-il dit quand nous nous sommes assis dans la salle des visites. Je n'étais pas sûr de venir, avais-je admis, mais Sophie m'a convaincu. Je suis content qu'elle l'ait fait. Il m'avait regardé attentivement. Tu as bonne mine. Mieux qu'à l'audience de condamnation. La thérapie, le temps, accepter que je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Je t'ai écrit des lettres, avait-il dit. Je ne les ai jamais envoyées. Je ne pensais pas que tu voudrais avoir de mes nouvelles. Je ne les aurais probablement pas lues tout de suite, avais-je convenu. Mais peut-être un jour. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ici à ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et j'ai réalisé que je t'ai toujours un peu reproché. Tu avais l'emploi stable au gouvernement, la sécurité, le succès. Je me battais avec l'entreprise, toujours stressé par l'argent, et je me suis vengé sur toi en ne respectant pas tes limites. Oui, tu l'as fait. Je suis désolé pour tout ça. D'avoir forcé ton coffre-fort. D'avoir volé l'argent. De ne pas t'avoir écouté au sujet du prêt. Pour toutes ces années où j'ai ignoré ce que tu fais. Tu avais raison de me dénoncer. J'ai commis des crimes. Je méritais les conséquences. C'était ce que j'avais eu besoin d'entendre pendant 1 an. Mais l'entendre n'avait pas tout arrangé comme par magie. J'apprécie ça, avais-je dit avec précaution. Mais nous ne sommes pas bien, Marc. Peut-être un jour, mais pas encore. Je sais. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Ce que tu as fait était juste. Je ne suis plus en colère. Tant mieux, parce que je le referais si je devais. Il avait légèrement souri. Je te crois. C'est même réconfortant d'une manière étrange. Savoir que tu as des principes que tu ne compromettrais pas, même pour ta famille. Nous avions parlé pendant le reste de la visite. Des sujets soigneusement neutres sur les saignements de Sophie, sur mon travail, ce que je pouvais discuter, sur ses projets après sa libération. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Peut-être. Maman et papa ne sont jamais revenus sur leur position. Ils ont purgé leur probation, payé leurs amendes et leurs restitutions, mais ils ne m'ont jamais pardonné de ne pas les avoir couverts. La dernière fois que j'avais parlé à papa, il avait dit, « Tu as choisi ton travail plutôt que ta famille. » Je ne sais pas si je peux pardonner ça. J'avais répondu, « J'ai choisi mon serment plutôt que de protéger des criminels, même si ces criminels étaient ma famille, et je peux vivre avec ça. » Nous n'avions pas parlé depuis. Sophie et moi sommes restés proches. Elle était la seule membre de la famille à avoir pleinement compris que j'avais été dans une position impossible et que j'avais choisi la seule voie éthique disponible. 2 ans après la fête, j'ai reçu une promotion, agente spéciale superviseur, dirigeant une équipe d'enquêteurs en crimes financiers. La promotion comprenait une mention élogieuse pour une intégrité exceptionnelle face à des difficultés personnelles. La mention citait ma gestion du vol de preuves, mon signalement immédiat, ma coopération avec l'enquête. Elle louait mon engagement envers mon devoir, même lorsque ce devoir exigeait d'énormes sacrifices personnels. J'ai gardé la mention dans le tiroir de mon bureau, non exposée. Certains succès sont trop compliqués pour être célébrés.
Ma thérapeute m'a demandé une fois si je regrettais ce que j'avais fait. Non, avais-je dit, mais je regrette que cela ait dû arriver. Je regrette que ma famille m'ait mise dans cette position. Je regrette que faire ce qu'il fallait m'ait coûté la plupart de mes relations familiales. Mais pas le choix lui-même. Pas le choix lui-même. Si je l'avais caché, j'aurais violé mon serment, compromis une enquête et je serais devenue moi-même une criminelle. Ce n'est pas qui je suis. Même si cela signifie être seule. J'y avais réfléchi. Vraiment réfléchi. Même dans ce cas, avais-je dit, parce que l'intégrité ne consiste pas à faire ce qu'il faut quand c'est facile. Il s'agit de faire ce qu'il faut quand cela vous coûte tout. Et cela m'avait presque tout coûté. Mais j'avais toujours mon intégrité, ma carrière, mon respect de soi, la connaissance que, lorsque j'avais été mise à l'épreuve, j'avais choisi le principe plutôt que le confort, le devoir plutôt que la loyauté familiale, la justice plutôt que le coup personnel. Certaines personnes diraient que cela me rend froide, insensible, que j'ai mal choisi. Mais quelque part, 12 personnes étaient en prison pour blanchiment d'argent parce que l'opération Cascade avait réussi. Des millions d'euros d'argent de la drogue avaient été saisis. Une entreprise criminelle avait été démantelée. Et rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais couvert le vol de ma famille. Alors oui, j'avais perdu ma famille, mais j'avais gardé mon intégrité. Et finalement, c'était le seul choix avec lequel je pouvais vivre, même si cela signifiait vivre seul.